Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Alors bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'ai la chance d'avoir avec moi Gwendal du Stake Pool Proof of Africa. Gwendal, comment tu vas? Très bien, merci. Merci de ton invitation. Merci d'avoir accepté. Alors aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'entrevue que tu as eue avec John O'Connor il y a quelques semaines sur le développement de Cardano en Afrique. Mais avant tout, on va commencer par ton background. Fait que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience avant Cardano? Pas de problème, avec grand plaisir. Alors, du coup, de formation, je suis ingénieur. J'ai travaillé pendant quelques années dans le domaine du bâtiment, donc qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai travaillé un peu et de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé à travailler plus dans le domaine de la gestion de projet, dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Et en fait, je travaillais pour une entité française qui travaillait avec le ministère de l'Environnement et on développait des projets en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc, on développait des projets, on allait travailler avec les entités locales et on essayait en fait de trouver des fonds et de monter des projets sur place. Donc voilà, donc tisser des liens, faire en sorte d'avoir des projets un petit peu structurés. J'ai travaillé un petit peu en Chine aussi, toujours dans le même domaine. Heu, Au niveau alors je travaillais à l'ambassade de France, donc du coup, ça m'a permis d'avoir des contacts intéressants et puis de voir un petit peu tout ce qui était prise de décision sur des projets, donc ça, c'était intéressant. Simplement, il y avait un petit quelque chose qui, moi, m'embêtait un petit peu dans ces projets-là. C'était en fait, qu'on avait tendance à proposer des projets, donc c'était très louable, on voulait développer, aider les pays. Simplement, en fait, souvent les projets étaient décidés, alors dans le cadre de la France, soit à Paris, soit pour les projets européens à Bruxelles ou dans d'autres endroits comme ça, sans nécessairement vraiment impliquer les acteurs de terrain. Donc on arrivait, on leur disait: «Voilà, on a une enveloppe de temps pour développer tel type de projet». Simplement, je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas forcément toujours aux besoins du terrain. Donc du coup, voilà, ça m'a fait me poser, pas mal de questions. Je suis ensuite, rentré en France. J'ai cherché à changer un petit peu de voie, à essayer de toujours apporter quelque chose aux gens. Donc du coup, je me suis orienté vers l'enseignement. Donc j'ai été et je suis encore, enseignant et j'étais prof de maths, au collège, en région parisienne. Donc voilà un petit peu, dans les grandes lignes. Oui, c'est bon. Et on va y arriver, mais ton background décrit vraiment ou était vraiment une belle approche finalement et cadre bien avec le projet Cardano. C'est super intéressant. Et quand est-ce que tu as découvert, dans le fond, le Bitcoin, les crypto-monnaies? Alors du coup, 1er contact avec les enfin 1er contact, première fois où j'ai entendu parler des cryptomonnaies, c'était en 2014. Un ami qui m'en avait parlé, mais c'était vraiment plus, sur l'aspect, une monnaie digitale, pas contrôlée par les banques et cetera. Donc ça avait, attisé un petit peu ma curiosité, mais j'en étais resté là. Ensuite je suis parti en Chine. Donc du coup, j'ai un autre collègue qui m'en avait parlé comme ça aussi, un qui bossait en IT, à l'ambassade, qui m'en avait parlé, mais voilà, resté un petit peu comme ça. Et puis, en rentrant en France, donc ça, c'était en 2017. Je m'étais dit: «Tiens, j'aimerais bien voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour, on venait d'avoir une élection en France et puis, tu sais, il y a toujours des choses qui sont, même si en France, c'est quand même relativement correct, mais voilà, il y a toujours des choses, tu jamais trop sûr. Et donc du coup, c'est via ce biais-là, en fait, la transparence, le vote, tout ce qui est décentralisé qui m'avait intéressé. Donc quand je suis arrivé, bah, pareil, je pense que comme un petit peu tout le monde, j'étais un petit peu perdu parce que, il y a beaucoup de choses.
Il y avait déjà des chaînes sur YouTube qui parlaient de faire des fois 10, des fois 1000, des fois. Donc voilà, au début, moi j'étais resté sur bon, ok, d'accord, c'est cool, il y a de l'argent, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dessous? Et en fait, petit à petit, en creusant, je suis tombé sur Cardano. Et ce qui, moi, a vraiment retenu mon attention, c'est le côté peer-reviewed. C'est-à-dire, il y a une équipe au niveau de la technique qui produit des choses et qui les fait valider. Mhm. Alors, je pense qu'il y a plein de gens que ça rebute parce qu'en fait, ça induit quelque part des délais, des retards, pardon, parce qu'en fait, bah voilà, il faut que le temps que les papiers soient produits, il faut qu'ils soient présentés à des gens, il faut qu'ils soient relus, etc. Sauf qu'en fait, moi, tout de suite, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, bon, je pense que, alors, je ne connaissais pas encore, mais ça doit être sérieux. Si les gens qui sont derrière prennent le temps de le faire, c'est qu'ils doivent avoir envie d'aller un petit peu plus loin que de faire une ICO, de faire un fois 1000, de prendre ses sous et puis, voilà, le dernier qui a acheté, bah, tant pis pour lui, quoi. Donc en fait, voilà, moi, et voilà, et après on parlait de décentralisation, déjà de gouvernance. C'est Mhm. aussi une des choses qui m'a intéressé, parce que ça faisait partie dès le début des différents volets, dans Voltaire qui allaient être traités. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé, donc aux cryptos et puis après, un petit peu plus dans Cardano. Et tu t'es intégré directement à un très bon groupe, Proof of Africa. Comment ça s'est passé? Comment as-tu joint ce groupe-là? Alors en fait, si tu veux, j'ai commencé, alors voilà, comme tout le monde, aller un petit peu sur les télégrammes, regarder un petit peu les vidéos, etc. Et puis, au moment du corona, où bah, je pense que comme tout le monde, je me suis retrouvé à la maison avec du temps à tuer. Et puis, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'abonnement Netflix, donc j'ai fait autre chose. Je suis allé un petit peu fouiller. C'est Et bon, ça puis, aide ça. et puis si tu veux, en fait, bah, par rapport à mon expérience passée dans la gestion de projet, où justement j'avais toujours un petit peu cette problématique de me dire, voilà, les idées viennent pas nécessairement du terrain. En fait, en regardant un petit peu ce qui se faisait, j'ai vu, bah, le travail de Max et de Joshua à Proof of Africa, qui était à ce moment-là vraiment plus une idée, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment de choses qui avaient été mis en place. Mais voilà, l'idée, c'était de créer une stake pool et d'utiliser une partie des profits générés pour réinvestir dans des projets de terrain. Et donc, tout de suite, je me suis dit, ah, tiens, il y a sans doute quelque chose d'intéressant. Donc voilà, j'ai tout simplement contacté les gars et puis je leur ai dit un petit peu ce que j'avais fait avant et puis s'ils avaient besoin. Donc j'ai commencé par écrire quelques petits articles pour eux et puis bah voilà, de fil en aiguille, la mayonnaise a pris, comme on l'a dit. Et puis, Ben oui, puis Chili est arrivé. vous avez même proposé un projet au niveau de Catalyst. Vous avez participé, donc, dans le fond, au projet. Et selon toi, après cette expérience-là, es-tu capable de nous dire un peu les bons côtés, les moins bons côtés ou les défis puis les bénéfices d'utiliser cet outil-là de Catalyst, cette gouvernance-là? Alors effectivement, Catalyst, donc on a commencé en fait à participer au Found Zero, donc c'était courant de l'été, vraiment pour essayer de voir un petit peu les contours parce que euh, c'est une des choses dont on en a discuté pas mal avec Dor qui gère le projet Catalyst, qui nous expliquait voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Ça s'est jamais vraiment fait avant. Donc voilà, il faut que les gens comprennent aussi que voilà, ça prend un petit peu de temps avant. Voilà, l'outil est loin d'être parfait, mais on y vient tranquillement. Donc, pour des gens qui ont des idées de projet et qui cherchent des fonds, ce qui est très intéressant dans Catalyst, c'est déjà qu'on peut avoir des fonds qui viennent en fait du trésor de Cardano, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des transactions, il y a une partie des rewards qui sont envoyés dans ce pot. Et donc Catalyst en fait va piocher dans ce pot-là. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'en fait, on présente un projet et on va avoir des retours. C'est-à-dire que les membres de la communauté peuvent poser des questions, peuvent donner des commentaires, faire des petites remarques, etc. Ce qui est vraiment super parce que souvent, je pense qu'on l'a tous vécu, quand on travaille sur un projet, on a la tête dans le guidon, on pense avoir tout Ouais. fait, et en fait, des fois, c'est bien d'avoir un regard extérieur qui veut dire, ah, mais est-ce que tu as pensé à regarder ça, ou tiens, ça, peut-être que tu pourrais le faire différemment. Donc en fait, ça a été, Mhm. ça a été notre premier, la première chose qu'on a faite. Donc, on a
proposer quelque chose pour le Fund 2. Donc ABCD, c'est le African Blockchain Center for Developers. Donc en fait, c'est lié à POA, mais c'est vraiment le bras armé, c'est-à-dire former des gens sur le terrain. POA, c'est vraiment la stake pool et ABCD, vraiment les actions sur le terrain. Et donc, en fait, on n'a pas été sélectionné pour le Fund 2. Mais par contre, on a beaucoup, beaucoup appris parce qu'on a eu beaucoup de feedback de la communauté. On a aussi des gens qui nous ont contactés pour dire, voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on vous aide à faire ci, ça. Donc voilà, c'est les deux éléments. C'est d'une part, même pour des gens qui ont un projet bien ficelé, bah, c'est super parce que vous avez la chance de pouvoir le proposer à la communauté et puis éventuellement d'obtenir des fonds pour développer encore plus le projet. Et pour ceux qui ont des idées, eh ben, vous pouvez déjà en fait proposer le projet, même si même s'il n'est pas parfait, mais vous allez recevoir des feedbacks. Et en plus, si jamais, je ne sais pas moi, par exemple, pour ma part, je ne suis pas développeur. Eh ben, on peut proposer le projet en disant, voilà, j'aimerais mettre ça en place, mais je ne sais pas faire ça, ça et ça. Je cherche des développeurs pour faire différentes choses. Et donc, en fait, ça va vous permettre de créer une équipe. Donc ça, c'est les deux points importants, je pense, pour les gens qui veulent soumettre des projets. Et après, pour la communauté, ce qui est super, c'est que on a vos chapitres, tout simplement. En fait, voilà, si on a des AIDA, on peut voter et on peut pousser plus pour certains types de projets que pour d'autres. Par exemple, on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui ont mis des projets pour faire des paris, des choses comme ça. Bon, ça n'a pas été très apprécié par la communauté. Bon, ils n'ont pas été financés, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant parce que ça prouve dans le fond que la communauté s'intéresse justement, veut s'impliquer dans les projets, autant pour donner des bons feedbacks que pour contribuer dans le fond. Et même si c'est vraiment drôle parce que même si c'est un produit qui est en construction, on voit que la communauté est intéressée à construire ce projet-là avec IOHK. Et que ça, c'est vraiment super, là. c'est super important parce que effectivement, c'est aussi une des choses que je trouve intéressantes dans la communauté, c'est que il y a quand même beaucoup de gens qui sont là depuis des années et qui ont connu un peu ce qu'on appelle trivialement les années de vache maigre. C'est-à-dire, voilà, l'EIDA, en termes de valorisation, il n'y avait pas grand-chose. Non, ouais. Il y avait plein de gens, voilà, Cardano, il ne se passe rien, c'est un scam, blablabla. Sauf que voilà, je pense que les gens aussi ont eu le temps, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, ont eu le temps de creuser, ont eu le temps de rentrer dans les papiers, ont eu le temps de voir que, bon, a priori, ce n'est pas du flan. Et du coup, ils sont vraiment attachés au projet. Et c'est une des choses que Charles dit souvent, et là-dessus, je le rejoins. Qu'est-ce qui va faire que le projet va prendre de la valeur? Et pas nécessairement que de la valeur financière, mais aussi, c'est s'il y a des choses qui sont développées dessus. Ouais. Et à IOHK, ils ont beau être 300, ils peuvent pas tout faire eux-mêmes. Et donc, justement, ce fonds qui va permettre à des développeurs d'enfin présenter des choses et puis avoir un retour et développer leur projet, c'est quelque chose de super. Et du coup, donc là, sur le fonctionnement de la plateforme, ce qui est intéressant, c'est que il y a une partie du capital qui va être allouée aux advisors, pardon, aux personnes qui vont donner des conseils. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'incitatif pour que les gens s'impliquent et soient vraiment intéressés puis donnent des bons conseils, là. Ouais. Exactement, parce qu'en fait, et bon, ça c'est naturel, mais c'est vrai que pour les 3 premiers fonds de Catalyst, bon voilà, c'était sur une base volontaire. Ça prend énormément de temps. Donc voilà, les gens ne peuvent pas faire ça pendant 10 ans sans avoir quelque chose en retour. Mais tout l'outil, toutes les discussions qui sont autour sont vraiment faites sur une base volontaire. C'est des gens ont envie que ça fonctionne. Et ça, je trouve que c'est vraiment c'est super. Sur le groupe Catalyst, il y a 1500 ou 2000 personnes. Il y a des messages non-stop toute la journée. Puis bon, voilà, vu qu'il y a des gens tout autour de la planète, ça n'arrête vraiment jamais. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment. Et les gens sont challengeants. C'est pas juste oh là là, c'est nul, oh, c'est pourri, vous allez passer vite. C'est non, ouais, ça, je suis pas d'accord avec ça, mais pour ci, pour ça. Et je trouve que c'est assez constructif. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui nous distingue, je trouve, de beaucoup d'autres communautés. C'est vraiment la qualité des personnes qui sont là. Et comme tu l'as dit, on a passé une grosse période de vache maigre, mais
beaucoup de la communauté sont là depuis les tout débuts, là, depuis Mhm. que Ada est sorti sur les exchanges, depuis le premier whiteboard de Charles Hoskinson, tout ça. Là, ils sont passés à travers ça, ils ont compris la vision, le but du projet Cardano. Et c'est ça, c'est vraiment de vouloir développer les choses. Et ce qui est intéressant également, dans le fait que la communauté contribue à construire la gouvernance, c'est exactement le même message que tu mentionnais, ça vient de la communauté ce dont on a besoin dans le fond. Fait que c'est pas IOG qui arrive et qui dit la gouvernance, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Non, ils viennent avec un produit et ils disent ben, aidez-nous à construire ça. Vous savez exactement de quoi vous avez besoin. Vous allez proposer des idées et nous, ensemble, on va décider oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et si c'est bon ou c'est pas bon, ben, on va te dire pourquoi. Fait que ça, c'est vraiment super intéressant et je pense que ça démontre bien, dans le fond, la distinction entre le projet Cardano et les autres projets blockchain. Là. Je pense effectivement, alors après, c'est difficile de toujours juger parce que j'ai pas eu le loisir de passer autant de temps dans les autres communautés qu'à passer du temps dans Cardano parce que sinon ça serait impossible de. Enfin, j'aurais pas assez de temps dans une journée. Mais, mais du coup, c'est vrai que ce qui est intéressant dans la communauté, c'est que on est vraiment, ouais, on a vraiment des gens qui ont envie que ça fonctionne. Voilà, Mhm. c'est pas simplement des gens qui arrivent, qui ont mis 100 000 dollars et qui veulent passer à 1 million le lendemain. Quoi. Mhm. Ouais. Et en fait, alors même si je pense que pour beaucoup d'entre eux, il y a cette idée de faire un x10 et un x100, mais aussi sur des projets que tu vas créer. C'est-à-dire que là, en fait, et c'est ce qui est intéressant aussi dans Cardano, c'est qu'il y a vraiment un écosystème qui est en train de se créer. C'est ça. Et aujourd'hui, alors on parle beaucoup des NFT, de la DeFi, mais en fait, si on voit à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, je suis intimement convaincu qu'il y a quasiment tout tournera et beaucoup de choses seront basées sur la blockchain. Donc en fait, y être aujourd'hui, il y a l'aspect crypto, mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'aspect blockchain et tout ce qu'on va pouvoir développer derrière. Exact. Et Exact. aujourd'hui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu intimidant pour certaines personnes parce que moi, c'était mon cas au début, n'étant pas développeur. Voilà, il y a beaucoup de choses techniques, il y a beaucoup de. Mais en fait, on a tous notre place. Mhm. Parce que s'il y avait que des développeurs qui travaillaient sur Cardano, ça ne fonctionnerait pas non plus. Parce Non, qu'en c'est ça. fait, il faut des gens aussi qui aient une vision qui aille un petit peu plus loin sur d'autres domaines. Et après, voilà, on a besoin des développeurs pour créer les choses, mais les idées, etc., ne viennent pas nécessairement des développeurs. Et même ça nous amène justement à se tourner vers l'Afrique et vers la belle conversation que tu as eue avec John O'Connor. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Allez la voir, je vous encourage. C'est en anglais, mais justement, c'est pour ça qu'on a le podcast aujourd'hui. Donc, peux-tu nous faire un résumé, dans le fond, des différentes problématiques que tu as discutées avec John et ce qui sont les priorités, finalement, en Afrique? Alors oui, effectivement, on a eu la chance de pouvoir s'entretenir assez longuement avec John, donc, qui est la personne qui s'occupe du développement en Afrique Mhm, pour IOG. Et donc, en fait, l'idée de cette conversation, c'était de savoir un petit peu, parce qu'on parlait avant, on parlait beaucoup de l'Afrique, mais on avait un petit peu du mal à comprendre où est-ce qu'on allait. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment on a abordé les différents sujets. Donc, c'est quoi les priorités d'AEHK, dans quel pays vous travaillez, comment vous comptez développer la communauté dans les différents pays, mhm, et quels sont les grands challenges. Donc, on a articulé ça comme ça. Euh, En gros, ce que nous a expliqué John, c'est que ils ont pris alors ils sont plus pour l'instant en Afrique de l'Est. mhm, Parce que donc, les pays qui sont très actifs en termes de tech, euh, il y a l'Afrique du Sud, bien entendu, mhm. et il y a Éthiopie et Kenya, Ouais. qui sont vraiment en pointe en Afrique. Un petit peu le Nigeria, mais un petit peu moins. Donc, du coup, ils se sont implantés en Afrique de l'Est, c'était un choix. Et donc, du coup, en fait, leur approche a été de commencer en fait à plus se diriger vers les preneurs de décision. Mhm. Donc, par preneur de décision, j'entends vraiment au niveau des gouvernements. Euh, ce qui est au final une approche que je trouve intéressante parce que si on a des gouvernements qui bloquent
le développement de projet, il n'y a rien qui se fera. Exact. Le pendant, c'est que ce n'est pas les gouvernements qui vont tout faire. Mais en fait, c'est la porte d'entrée. Si le gouvernement comprend l'intérêt qu'il peut y avoir économiquement à développer cette techno, ils vont être plus enclins à laisser les choses se faire et à pas brider un peu les cryptos comme il peut se passer actuellement au Nigeria. Alors, une fois de plus, il faut faire attention parce qu'il y a la blockchain et les cryptos. C'est ça. Donc en général, c'est les cryptos qui sont un peu incriminés, c'est-à-dire le trading. Le développement sur la blockchain, c'est interdit dans aucun pays. Ouais, c'est bon pour de que le les gens préciser. fassent bien la différence entre les deux. Ouais. Donc voilà, donc IOG est en train de développer des projets dans différents pays. Donc il nous a parlé de l'Éthiopie, où il nous a dit qu'il y avait un projet qui devait sortir fin février, début mars. Ouais. Mais donc voilà, c'est un deal qui est fait au niveau a priori de l'État éthiopien, du gouvernement éthiopien. Voilà, sur des solutions d'identité. Voilà. Il a été assez vague parce qu'il nous a expliqué, voilà, je ne vais pas confirmer de projet en particulier parce que c'est des choses qui doivent venir des gouvernements. C'est eux qui doivent présenter les éléments. Donc voilà. Donc il y a cette partie identification, donc sans doute via Atala. Ouais. Et c'est ce qui ressortait également de vraiment le plus gros en Afrique, c'est vraiment la question d'identité. Et j'ai beaucoup aimé son commentaire qui disait que peu importe dans quel secteur tu veux aider, tout part de l'identité numérique d'une personne, savoir c'est qui cette personne-là, est-ce que je peux faire du trading, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je peux l'intégrer dans un écosystème. Tout part vraiment de l'identité. Et ça, c'est un système qui a certaines lacunes dans certains endroits en Afrique. Mais pour tout, finalement, l'identité est vraiment la pièce maîtresse. C'est hyper important parce que c'est vrai que pour nous, dans les pays, en Europe ou aux États-Unis, en Amérique du Nord, c'est pas quelque chose qui nous vient tout de suite à l'esprit parce que pour nous, c'est acquis. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en fait, alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en Afrique, tu as des dizaines de pourcents de la population qui n'ont pas d'identité. Alors, pas d'identité, c'est-à-dire pas d'identité officielle. Mais pas d'identité officielle, ça veut dire que tu n'as pas accès à un compte bancaire. On pourrait se dire, c'est pas très grave, mais pas accès à un compte bancaire, donc tu peux pas avoir de prêt. Ça peut être compliqué pour développer ton activité. Tu n'existes pas, donc tu n'as pas de l'endroit où tu vis ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu n'as pas de possession sur les. Alors, on peut encore discuter de ça, mais disons que voilà, c'est des gens qui peuvent facilement se faire exproprier parce que non, t'es qui, t'existes pas, mais ma famille est là depuis 500. Je t'existe pas. C'est ça. Pareil au niveau de tout ce qui est diplôme. C'est des gens qui n'ont pas. Donc voilà, en fait, et bon an, mal an, tout est relié à ton identité. Donc en fait, le fait de développer ça, c'est la base qui va permettre derrière de pouvoir monter différentes strates d'accès à d'autres services. Mais pour le moment, les gens qui n'ont pas d'identité, c'est un des soucis majeurs. Donc ça, ils veulent développer ça, a priori en Éthiopie. Mais ils sont en contact avec pas mal de pays. Ils travaillent aussi sur des projets liés à l'assurance. Alors, ça, c'est plutôt Afrique du Sud, a priori. Et ensuite, voilà. Alors, on sait qu'ils travaillent aussi sur ils commencent à envisager tout ce qui est tokenisation, etc., pour des parcelles de terrain, etc. Mais voilà, il n'a pas été plus loin dans l'explication exactement de ce qu'il faisait. Mais comme tu l'as dit, il a bien insisté sur l'aspect identité. Ouais. Et effectivement, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette solution d'identité. Et ça, pour une petite boîte, c'est difficile à mettre en place. Enfin, faut avoir les reins solides pour pouvoir construire l'infrastructure pour faire ça. Et ensuite, une fois que cette solution sera fonctionnelle, les gens pourront construire des choses par-dessus. Mais je pense que la pièce maîtresse qui manque en Afrique, c'est pas forcément le cas en Europe, mais en Afrique, c'est cette notion d'identité. Oui, puis
Parce que même dans des sociétés, ben, juste ici au Canada, au Québec, on est en train de revoir la possibilité de baser l'identité, d'avoir un système d'identité basé sur la blockchain. Donc, même quand on a même quand le concept est là, quand la mécanique fonctionne, il y a certains pays qui se disent, bon, ben, on veut faire mieux et on Mm. veut mettre ça sur la blockchain pour avoir une meilleure traçabilité, une meilleure transparence, beaucoup plus de fonctionnalités et diminuer le risque d'une certaine manière. Mais quand tu arrives en Afrique où la base n'est même pas là, fait que l'idée n'est même pas là. Je veux dire, peu importe où, tu arrives à quelque part, on te demande, ben, as-tu une pièce d'identité? En Afrique, on ne te demande pas si tu as une pièce d'identité parce que ça se peut que tu n'aies pas de pièce d'identité. Bien sûr. Mm. Fait que à partir de là, comme tu l'as dit, tu t'es personne. Juste pour voyager, tu peux même pas voyager. Tu peux même pas demander un Mm. passeport pour aller explorer, voir ailleurs. Non, tu es confiné, tu es emprisonné finalement dans ton pays parce que tu n'as pas d'identité, parce que tu n'es pas en possession de ton identité. Et c'est même pas parce que les gens ne veulent pas. Les gens essayent de se construire une identité parce que en tradant avec d'autres personnes, donc dans le fond, en travaillant, en essayant de collaborer, en essayant de se construire des relations, et c'est ce qui va faire en sorte qu'ils vont se baser une identité avec la relation qu'ils vont avoir, une relation de confiance qu'ils vont développer avec les personnes. Mais ça, encore une fois, du jour au lendemain, tu peux tout perdre parce que tu as fait un mauvais deal, parce que tu as fait confiance à la mauvaise personne. Donc, c'est ça qui est vraiment difficile. Alors qu'une fois que tu as une infrastructure comme on a en Europe, comme on a en Amérique du Nord, c'est-à-dire tu peux faire un mauvais deal avec une personne, mais ce n'est pas pour ça qu'on va te retirer ton identité, on va te C'est- retirer ta nationalité. Donc, Et puis un autre aspect aussi qui est sans doute plus prégnant en Afrique que dans d'autres endroits, c'est tout ce qui est lié au conflit. C'est-à-dire des gens qui sont mhm, obligés à un moment ou à un autre de partir parce qu'il y a des combats ou il y a quelque chose qui se passe chez eux et en fait ouais, tu reviens et il y a quelqu'un d'autre chez toi et tu as, pour ainsi dire, rien pour prouver que tu habitais là et c'est toi qui as construit la maison, etc. exact. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont. Alors, on comprend vite quand on nous l'explique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas des choses auxquelles on va penser naturellement, mais il y a tout cet aspect qui est important. Et donc, vraiment, pourquoi travailler au niveau des gouvernements et au niveau de l'identité, c'est un des, des choses que IOG veut développer en premier. Exact, exact. Non, ben c'est vraiment intéressant. Est-ce que il parlait d'une démarche aussi pour avoir des représentants dans ces pays-là? Euh, cette démarche-là, peux-tu nous en parler un petit peu? Alors du coup, effectivement, John nous expliquait, parce que du coup, c'était une des questions qu'on lui avait posées, c'est euh, comment la communauté ou comment on va construire une communauté en Afrique. Il y a déjà quelques représentants et du coup, toujours dans cette idée de décentralisation, il ne faudrait pas que IOG dise bah, on fait ça ici, on fait ça là, ou alors du coup on aurait perdu un peu l'intérêt de justement de faire remonter les projets du terrain et puis de faire en sorte de les mettre en œuvre. Donc du coup, il a dans l'idée de développer, en fait, d'utiliser ce que les ambassadeurs Cardano, qui aujourd'hui sont sur de la création de contenu, de la modération, de la traduction, etc., d'en faire vraiment des points centrales dans les différents pays, ou même dans les grands pays pour différentes régions, qui seraient en fait des personnes au contact dans les deux sens, c'est-à-dire des gens qui voudraient créer des projets sur Cardano, bah, au lieu d'aller voir IOG directement pour aller voir les ambassadeurs qui pourraient les rediriger vers les bonnes personnes. Et puis, ça permettrait à IOG d'avoir un point de contact par zone géographique Mhm. pour savoir un petit peu ce qui s'y passe et puis remonter les projets qui leur paraissent les plus prometteurs et les choses sur lesquelles ils veulent travailler en priorité. Donc, vraiment essayer de tisser un peu une toile sur le continent. Et bon, je pense que d'ailleurs, ça ne sera pas nécessairement qu'en Afrique, hein, ça sera sans doute à l'échelle un peu plus globale. Mais voilà, d'avoir des relais de terrain et que ce ne soit pas IOG qui fasse tout le, en fait, c'est même pas une question de faire tout le travail, c'est qu'ils n'ont pas les ressources humaines pour. Parce que je pense qu'il y a des. Voilà, l'Afrique aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de personnes quand Mhm. même, et sans doute le double d'ici à 2050. Donc,
pour pouvoir couvrir tout le terrain, il faut un peu de monde quand même. Ouais. Faut engager pas mal de personnes. Mais, et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre le genre d'application qu'on veut développer en Afrique, puis le genre de projets ou d'applications qui sont développés en Europe ou dont on parle en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique, c'est vraiment des projets euh, pour que les gens puissent les utiliser jour après jour, dans la Mm. vie de tous les jours, là. On ne parle pas de projets DeFi au Congo pour que les gens puissent faire du farming ou acheter des NFT. Là. C'est pas ce genre de C'est- projet dont on parle. Là. Alors curieusement, on en parle beaucoup, mais Ah en fait, oui? enfin, on en parle beaucoup parce que c'est les sujets qui sont un peu à la mode dans la sphère crypto. Mais Oui. effectivement, donc Joshua, avec qui je travaille sur Proof of Africa, qui habite au Nigeria, il me dit, en fait, tous les jours, dès que j'ouvre la porte et que je vais dans la rue, je vois 50 types de choses qui pourraient être améliorées si on pouvait construire ça sur la blockchain. Et c'est aussi, alors curieusement, une des forces qu'on peut trouver en Afrique, c'est que comme il y a beaucoup de choses à construire et qui Mhm. sont, on va pas avoir peur des mots, mais ils sont en retard en termes de développement de certaines infrastructures, Mhm. et ben en fait, ils vont pas avoir le problème que nous on va avoir de se dire, mais on a déjà quelque chose qui fonctionne. Ouais. S'il faut tout aller réinscrire dans la blockchain, ça va nous prendre du temps, ça va être compliqué, machin. Alors que si le système n'existe pas vraiment et qu'on le crée de zéro directement, c'est peut-être plus facile à faire, plus facile. Mhm. Si, oui, quelque part, ça peut être plus facile à faire. L'adoption est plus facile. Exactement. Donc, du coup, et puis, il ne faut pas oublier que c'est une population, un continent où la population, elle est très jeune. C'est des gens qui sont quand même s'il y a des problèmes de connexion, voilà, ils ont tous quasiment tous des smartphones. Mhm. Donc, voilà, en fait, c'est des choses qui peuvent aller très, très vite. Définitivement. Et, mais comme je le disais, c'est ça, c'est que là-bas, lorsqu'on parle, c'est les projets qu'on veut développer, prioritairement, c'est pas des projets DeFi, c'est vraiment des Non, projets au niveau de l'université pour la certification être exactement. sûr qu'un diplôme est un vrai diplôme, qu'il n'a pas été falsifié. Au niveau du supply chain, il y a beaucoup d'endroits où il y a des commodités, où il y a des ressources et on veut s'assurer de contrôler ces ressources-là. Donc, on veut mettre cette information là sur la blockchain pour que autant le gouvernement que les compagnies qui exploitent tout ça, qu'il y ait un meilleur contrôle, une meilleure gestion. On veut s'assurer justement, mettons pour les diamants, on veut s'assurer de savoir où est-ce qu'ils ont été pris, ces diamants-là, puis Mhm. c'est quoi le chemin. Fait que c'est tous des projets qui impactent la population dans leur vie de tous les jours, qui améliorent dans le fond leur vie de tous les jours. Et malheureusement, c'est toujours la critique que j'ai un petit peu avec la tendance DeFi d'aujourd'hui et le farming que je comprends, mais que je ne comprends pas en même temps. Et que c'est ça, c'est tous ces aspects-là qu'au moins en Afrique, on voit que on veut développer des choses sur le long terme. Sur le long terme, c'est ça. Et puis, je pense que voilà, effectivement, on va avoir un impact vraiment important. Et comme tu dis, tu vois, sur des solutions de traçabilité, par exemple, je sais que Emergo, ils ont travaillé sur un projet, alors c'était en Indonésie, Ouais. sur la traçabilité des fèves de café, je Du crois. café, oui. Et voilà, en fait, c'est des choses qui, voilà, pour nous paraissent pas fondamentales, Non. mais en fait, pour des producteurs, oui, c'est fondamental. Mhm. Ils vont être capables et pareil, peut-être de justifier d'un meilleur prix parce qu'ils vont être capables de dire, voilà, ce qu'on vous vend, vous êtes certain de la traçabilité. Et ça peut se répercuter sur beaucoup de choses. Moi, je pense qu'il y a une chose qui sera intéressante aussi, ce sera sur la tokenisation peut-être Ouais. de parcelles de terre, de regroupement de fermes. Enfin, ouais, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne mieux. On travaille aussi avec des collègues pour développer une application pour suivre un petit peu les dons de sang OK. au Ouais. Nigeria. Parce qu'on sait que le problème en Afrique, il y a beaucoup de problématiques sur des transmissions en fait le VIH ou des hépatites par le sang, Mhm. parce que c'est pas très bien contrôlé. Mhm. Il y a toujours un problème entre l'endroit où est stocké pardon, le sang et l'endroit où ils en ont besoin. Et voilà, quelque chose qui pourrait être mis sur la blockchain serait intéressant parce que justement pas modifiable. Mhm. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, pour les fèves de cacao, c'est peut-être pas
comment dire, dramatique s'il y a quelque chose qui. Mais par contre, pour le sang, oui, ça l'est, parce qu'on peut. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui peuvent être développées. Mais une fois de plus, on en revient, et on va avoir besoin de la première couche qui va être l'identité Exact, pour pouvoir lier ça après à toutes les choses exact. qui vont être montées par-dessus. C'est ça, c'est ça. Et que non, c'est vraiment la vision que Charles mentionne, tout ce qui peut être fait en Afrique et qui va justement nous pousser vers une adoption de la blockchain Cardano. Là. Mais avant de terminer, dans le fond, pour toi, je pose toujours ce genre de questions-là à mes invités, mais le livre le plus important que tu as lu dans ta vie, c'est quoi? Alors, euh, un des bouquins que j'ai relu plein de fois, qui m'a beaucoup marqué, c'est L'appel de la forêt de Jack London. Alors, alors, je sais pas si tu connais, Non, mais, non, ça raconte quoi? du coup, c'est sur l'histoire d'un chien en fait qui habitait, donc c'est aux États-Unis, qui habitait dans une famille, enfin, tout se passait bien pour lui, et en fait qui est envoyé parce que c'est un chien costaud qui est envoyé en fait en Alaska, pour aller en fait devenir chien de traîneau, etc. Et en fait, c'est l'histoire du chien qui en fait se vivait une vie toute tranquille, et puis en fait qui s'est rendu compte en fait en étant confronté un peu à la rigueur du Grand Nord de chez vous là-bas, Mhm, ouais, que, ouais. qu'en fait qui reprend en fait ses racines, qui comprend en fait c'est quoi son but dans la vie. Et voilà, ça m'a toujours intéressé. Et je pense que c'est aussi une des choses qui fait que je cherche souvent en fait à essayer de comprendre entre guillemets à quoi je sers. Tu vois, je mets ça entre guillemets, mais toi d'essayer de me dire, voilà, j'ai pas du tout la prétention de changer le monde, mais tu vois, d'essayer d'apporter un petit quelque chose pour que ça se passe mieux. Donc voilà le bouquin qui m'a le plus marqué. Ben, c'est définitivement ça, parce que lorsqu'on est dans notre petit cocon, puis que dans notre petit confort, on ne réalise pas grand-chose de la vie. Et c'est Mmh. une fois que tu es mis, on te sort de ton eau, que là, tu comprends beaucoup plus de choses. Et je pense que la blockchain nous a permis de réaliser ça, ou peut-être qu'il y avait certaines personnes qui le savaient déjà, mais quand on voit tout ce qui est fait avec la blockchain, les crypto-monnaies, même avec le Bitcoin, le système économique, on ouvre les yeux. C'est vraiment réaliser la matrice là, de se dire, ben, on devait vivre dans un autre monde là, et où on est tous endormis. Puis là, maintenant qu'on nous sort de notre zone de confort, on réalise beaucoup plus de choses. Et ouais. C'est hyper important ce que tu dis, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi une des choses qui moi, m'a vraiment attiré. C'est, je pense il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de contribuer. Et c'est toujours, en fait, on se met toujours nous-mêmes des freins, Ouais, en fait. ouais. On se dit, voilà, c'est compliqué. Et en fait, là, je me rends compte que, en fait, oui, c'est compliqué, il y a du boulot à faire, ça c'est sûr, mais c'est faisable. Mhm, Et tu vois, comme je disais, par exemple, moi, je suis pas développeur, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, je me dis, bah oui, si j'ai des idées qui sont intéressantes, pourquoi pas les proposer à la communauté? Et puis, en mhm, fait, faire venir et faire travailler avec moi des gens qui eux, sauront faire le côté technique. Et puis d'autres gens qui vont être calés sur la gestion de projet, parce que c'est important. mhm. Écrire des lignes de code, c'est important, mais ça fait pas tout. Donc, en fait, c'est juste de se dire, mais en fait, là, aujourd'hui, on peut faire quelque chose. On peut changer des choses. Moi, je suis le premier à râler voilà, quand ça se passe pas bien au niveau de la politique, où je dis, oh là là, c'est tous je dirais pas le mot, mais on a compris. Voilà. Et en fait, ouais, mais râler, c'est bien. Quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Mais en fait, se dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Mhm. Hein, travailler sur. Pour ça que moi, la gouvernance, ça me plaît beaucoup, parce que tout ce qui est en train d'être développé sur Catalyst, sur la manière de voter, etc., c'est des choses qui pourront être mises en place par la suite dans la vraie vie, c'est-à-dire et qui pourra impacter chacun d'entre nous. Exactement. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc, ouais, c'est un message que je voudrais dire s'il y a des gens qui passent par là. C'est voilà, allez-y, renseignez-vous. Et si vous avez des idées, posez des questions, Mhm. proposez vos idées. Et peut-être que ça n'intéressera personne. Mais si vous ne posez pas la question, vous ne pourrez pas savoir. Ouais, et c'est vraiment bon parce que tu dis, parce que c'est ça. C'est que le but ultime,
c'est pas que ça serve juste au niveau crypto. Le but ultime, c'est que ce soit intégré justement dans la vie réelle, dans la politique, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit dans un petit pays au Sierra Leone, peu importe où, là. Mais c'est ça le but ultime, là. Et c'est ça, c'est vraiment c'est même ce que un des dernières vidéos de Charles Hoskinson, là, that's what it's all about. Exactement. Et tu vois, moi, je regarde, je vois toujours ça comme ça, en fait. Pour moi, Cardano et ce qui est en train d'être développé, c'est une boîte à outils. Mm. En fait, une boîte à outils, si tu l'ouvres pas et que tu n'utilises pas les outils, ça ne te sert à rien. Si tu l'as pas, bon, juste avec tes deux mains, c'est pas évident. Mais en fait, voilà, une fois que tu as la boîte à outils, tu vas dedans, tu prends ce dont tu as besoin, tu prends les gens qui savent utiliser les outils et tu crées des choses. Mais en fait, c'est ça, c'est pas juste, voilà, comme on dit, je ne critique pas ceux qui font ça, mais si tu viens juste en te disant, ah là, je vais investir pour faire un x100, ok, mais je pense que tu as raté 95% du potentiel du projet. C'est ça, 100%. 100%. Et alors, ma dernière question pour terminer, c'est quoi le problème le plus important dans le monde pour toi? Je pense que c'est le manque de transparence au niveau surtout de nos élites. Parce que quand je dis transparence, j'y réfléchissais un petit peu cet après-midi et je me suis dit, on aime bien aussi avoir un petit peu tous, on n'est pas obligé de tout montrer à tout le monde tout le temps. Mais sur certains éléments importants comme les prises de décision, je trouve qu'on manque beaucoup de transparence. Et ça, pour moi, c'est vraiment un des plus gros problèmes. Et on parle toujours de la corruption ou des problèmes de vote en Afrique, mais voilà, faut balayer devant sa porte aussi, quoi. Et je pense que c'est des problèmes qu'on a aussi. Et voilà, et je te dis, en fait, c'est une des choses qui m'a fait venir dans l'aspect blockchain. Voilà, c'est sur ce côté, voilà, une fois que les informations sont ancrées sur la blockchain, tu peux pas les modifier. Que des systèmes de vote existent déjà, d'ailleurs, hein. C'est pas, très sincèrement, c'est pas faut avoir fait Saint-Cyr pour développer ce type d'outils. Donc voilà, il y a des choses qui existent et pour moi, voilà, apporter plus de transparence, surtout dans la vie publique. Voilà, on a tous le droit, tout à chacun, de garder une part Exact. de privacy, comme on dit en anglais, pour soi, mais au niveau public, faut que tout soit transparent et c'est pas le cas aujourd'hui. Non, et définitivement. Puis, c'est ça. Et encore une fois, les bénéfices de la blockchain, c'est qu'on peut rendre les choses transparentes tout en restant anonyme. Exactement. C'est vraiment. Ce n'est pas la solution, mais comme tu l'as dit, c'est un outil qu'on peut utiliser pour arriver justement à une plus grande transparence, là. Ouais. Et puis comme on disait tout à l'heure, mais le Bitcoin, qui n'a pas du tout de smart contract, c'est vraiment de l'échange de valeurs, ça a 10 ans. Mm. C'est rien du tout. Donc, moi, j'imagine 5, 10, 20 ans. Oui, là, on commencera à avoir des. Parce que c'est pareil, et les technologies évoluent. Peut-être qu'on va trouver des failles dans certains protocoles et qui vont être réparés, etc. Voilà, mais on va avancer. Mhm. Et voilà, je pense que dans 10 ans, déjà, on aura une vision intéressante et je pense que ça aura changé. On regardera cette interview dans 10 ans et je pense qu'on se dira, ouais, il y a quand même. On avait vu certaines choses, pas tout, Ouais, mais il y a non, beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui auront changé. définitivement. C'est sûr qu'on va se reparler avant dans 10 ans, là, mais J'espère bien. ben Gwendal, merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, Proof of Africa, ils ont leur chaîne YouTube et Gwendal fait du très bon contenu. Il fait également des traductions. Donc, continuez à suivre Gwendal. Nous, on continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France. Merci encore. Je te laisse le mot de la fin, Gwendal. Bah, écoute, déjà, merci à toi. C'était un plaisir. Donc, on va continuer à travailler dans la sphère francophone. Et puis, bah, voilà, pour ceux qui arrivent ou ceux qui sont là, bah, continuez parce que ça ne fait que commencer. Exactement. Bon, ben, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.